Alors, ayant constaté l'heure, je déclare ouverte cette séance de consultation publique pour le projet de règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, ainsi que le règlement d'urbanisme d'une partie de l'arrondissement Mont-Royal, afin de favoriser la mobilité durable et le verdissement. Je me présente d'abord, mon nom est Christian Arsenault, je suis élu ici en arrondissement et ainsi que président du comité consultatif d'urbanisme, ce qui me rend d'office le président de cette consultation publique. Alors, bonsoir à toutes et à tous ceux qui se sont joints à nous, c'est-à-dire la personne, on a une personne qui s'est jointe à nous pour le moment. Alors, bienvenue, monsieur, vous êtes les très bienvenus. Le déroulement de la soirée est assez simple et fort simple. D'abord, je présente les membres de notre équipe qui sont ici avec nous aujourd'hui. J'ai d'abord M. Sébastien Manceau de la Direction d'aménagement urbain et des services aux entreprises. Bonsoir, M. Manceau. Madame Fabienne Cahour qui présentera le dossier concerné le projet de règlement et qui travaille depuis un bon bout. Madame Cahour, bonsoir. Bonsoir. Et Madame Julie Faraldo-Boulet de la Direction des services administratifs et du greffe qui expliquera le processus d'approbation référendaire. Bonsoir, Madame Faraldo-Boulet. Bonsoir. Merci d'être là, tout le monde. Donc, voilà, il y aura, comme je viens de dire, la présentation du dossier par Mme Cahour, suivie par la présentation du processus d'approbation référendaire par Mme Faraldo-Boulet, suivie ensuite par la lecture et les réponses aux questions écrites. Nous avons reçu 3 commentaires et questions à date. Alors, Madame Faraldo-Boulet va lire les questions et commentaires écrits. Et ensuite, c'est moi qui prendra les questions des citoyens présents en visioconférence. Alors, si vous souhaitez poser une question ou un commentaire, on the public record, comme on dit, vous n'avez qu'à lever votre main dans l'application Zoom et on pourra débloquer votre micro afin d'entretenir avec les employés de la direction. Et ensuite, dès que toutes les questions et tous les commentaires sont posés et partagés, ce sera le mot final et la fin de l'Assemblée. Alors, sans plus tarder, j'invite Mme Cahour à présenter le projet de règlement. Mme Cahour, la parole est à vous. Oui, je partage mon écran. Est-ce que vous le voyez? Oui, oui. C'est parfait. Bon, Et voilà. Voilà. Donc, bienvenue à la consultation publique. Donc, le projet de règlement tel que cité tantôt, donc, il vise à favoriser la mobilité durable et le verdissement dans l'arrondissement. L'ordre du jour tel qu'il a été présenté par M. Arsenault. Alors, nous commençons par la procédure de modification réglementaire. Donc, comme vous pouvez voir dans le tableau schéma ci-dessous, donc le projet de règlement suit plusieurs étapes. Une adoption du premier projet au conseil d'arrondissement. Donc, nous avons déjà passé cette étape le 8 septembre. Nous en sommes rendus à la consultation publique. Donc, c'est la présentation du projet de règlement aux citoyens et la période de questions. Ensuite, le projet, si tout se passe bien, sera adopté en seconde lecture et en une adoption finale. Alors, la consultation publique, en raison de la pandémie et des arrêtés ministériels du ministère de la Santé, la consultation publique classique prévue par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme a été remplacée par une consultation écrite de 15 jours qui a démarré le 24 septembre jusqu'à aujourd'hui. Mais on tient aussi aujourd'hui la présentation du projet en visioconférence. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, donc le projet de règlement.
Donc, en fait, le contexte de notre arrondissement, c'est que notre chapitre sur le stationnement du règlement d'urbanisme, en fait, il a été très peu modifié depuis les années 80. C'est l'époque où on a instauré des minimums et des maximums de stationnement. Et on se rend compte que ce n'est plus adapté à la réalité de notre arrondissement. En plus, ces normes qui exigent des minimums de stationnement dans les projets, on se rend compte qu'en fait, elles encouragent l'utilisation de l'automobile aux dépens d'autres modes de déplacement actifs comme la marche et le vélo et les modes d'autopartage. Donc, d'autres arrondissements de Montréal ont déjà modifié leur règlement d'urbanisme pour abolir les minimums, la Ville-Marie, Plateau, et on constate que de plus en plus de villes dans le monde aussi ont aboli leur minimum, Mexico, Portland par exemple. Donc, ont aboli leur minimum et ont baissé les maximums exigés dans les projets. Notre territoire, en plus, est particulièrement bien desservi par les équipements de transport collectif structurants. Ce qu'on appelle un équipement de transport collectif structurant, c'est une station de métro, une gare de train XO, une gare du futur train REM. Donc, ce règlement, il va permettre de développer, de consolider le territoire selon les principes de la mobilité durable. Donc, favoriser les déplacements de transport actifs avec moins de stationnement dans les rues et dans les projets résidentiels et commerciaux, industriels, etc. Ces actions étaient déjà prévues dans un document qui a été rédigé par l'arrondissement, le plan local de développement durable 2019-2022. Donc, on s'inscrit parfaitement dans les orientations de l'arrondissement. Les objectifs donc, principaux de ce règlement, c'est donc de diminuer la dépendance à l'auto-solo dans un contexte de transition écologique dans lequel nous sommes désormais rendus. Et aussi, un autre aspect de ce règlement, c'est d'augmenter aussi le verdissement des terrains. Alors, la modification, elle vise tout l'arrondissement. Alors, voici la carte de l'arrondissement et bon, on peut voir que l'arrondissement est desservi par deux règlements, le règlement 01-276 et une partie de Mont-Royal qui fait aussi partie de l'arrondissement, mais qui s'appelle le règlement 01-280. C'est pour ça que dans le titre du règlement, on modifie ces deux règlements-là. Mais en gros, ce sont les mêmes normes que l'on modifie à l'échelle du territoire pour les deux règlements. Alors, on commence par modifier les définitions, puisqu'elles nous permettent ensuite de traiter les projets. Donc, on a mieux défini ce qu'était une aire de stationnement. Donc, on voit sur le plan, l'aire de stationnement est ici, c'est sur un terrain privé. Ici, on voit la limite entre ce qu'on appelle le terrain privé et le domaine public. Donc, le règlement d'urbanisme porte essentiellement sur le stationnement hors rue, qu'on appelle donc sur les terrains privés. On a ajouté une définition pour définir ce qu'était une emprise excédentaire du domaine public. Donc, c'est la partie entre la limite du terrain et on est sur le domaine public, mais on est entre le trottoir et la limite avant. Donc, on l'a rajouté par rapport aux plantations d'arbres qu'on va montrer tantôt. On a rajouté des définitions pour définir ce qu'était un arbre à moyen ou grand déploiement. C'est ce qu'on va encourager dans les projets de stationnement extérieur. Et les mesures aussi de mesures de diamètre d'arbre et la définition de pleine terre pour tout ce qui est plantation. Également, la définition de vestiaire-douche pour préciser ce que c'est, puisque ça va être exigé pour les nouveaux projets commerciaux, industriels, institutionnels, pour lesquels on exige plus de 20 unités de vélo, on va demander des vestiaires-douches. Donc, on définit ici de quoi il s'agit. Les modifications ensuite portent sur les abris permanents pour vélo. On s'est rendu compte, vous voyez, on a le tableau qui montre avant la modification, c'est-à-dire maintenant, puis le projet après la modification, qu'est-ce qu'on va permettre. Donc, on peut voir à gauche qu'on n'autorise pas actuellement des abris permanents pour vélo dans l'image latérale et arrière. On va les permettre. Voilà, donc au même titre qu'un abri permanent d'automobile, un abri permanent de vélo sera autorisé dans les cours latérales et arrière avec les mêmes exigences qu'un abri permanent d'automobile. Les débarcadères, donc une modification qui vise à limiter la présence de débarcadères. Donc, on voit la photo ici, c'est un débarcadère devant un bâtiment. Actuellement, on peut voir qu'ils sont autorisés pour tous les usages, sauf les jardins communautaires, les parcs. Donc, pratiquement sur tout le territoire, les débarcadères sont autorisés.
nous, on considère que ce n'est pas forcément ce qui est plus intéressant pour les piétons, puis que ce n'est pas toujours nécessaire. Donc, on l'a autorisé seulement pour des usages d'habitation, de soins collectifs et de services, et pour les usages de la famille, équipements collectifs et institutionnels. Donc là où c'est vraiment requis d'avoir un débarcadère pour que les gens puissent descendre de la voiture, etc. Une autre modification, elle vise à augmenter la hauteur des nouveaux arbres plantés. Donc, actuellement, donc, avant la modification, les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1,5 m et la nouvelle hauteur, ce sera 2 mètres. Ça rend les arbres un peu plus résistants au moment de la plantation. Et les arbres doivent être plantés dans les 12 mois suivant la fin des travaux. On se rend compte que c'est assez difficile à contrôler. Donc, on a prévu que cette plantation soit réalisée avant la fin de la période de validité du permis de construction. Ça permet de mieux s'assurer que les arbres sont bien plantés. Une autre modification, elle vise à augmenter le pourcentage de verdissement exigé en cours avant sur les terrains existants dans une zone où est autorisé un usage de la famille habitation. Donc, ce tableau, donc, vous voyez, avant la modification, on dit que c'est au moins 50% de la superficie de la cour avant. Donc, sur ce petit dessin, on peut voir ce qu'est la cour avant. Donc, on a des limites de l'eau, un bâtiment et la cour avant en vert. Donc, actuellement, c'est seulement 50%. Dans le projet, on va demander que ce soit 100% de la cour. Évidemment, on exclut tout ce qui est, on garde les exclusions qui sont la superficie du balcon, de la marquise, etc. On garde ces mêmes exceptions, on rajoute des exceptions pour le chemin piétonnier. Évidemment, ça peut être dans la cour avant, une voie de circulation également et une unité de stationnement pour vélo. Ensuite, on a une norme aussi qu'on a modifiée qui vise à augmenter le pourcentage de verdissement d'un terrain lors de la construction ou de l'agrandissement d'un bâtiment. Donc, actuellement, quand on agrandit un bâtiment, on demande qu'au moins 15% de la superficie du terrain non construit soit plantée d'éléments végétaux tels que des arbres, couvre-sol, etc. Alors, juste pour illustrer ce que ça représente, on voit notre terrain de 200 mètres carrés, par exemple, un bâtiment qui a une superficie d'implantation de 100 mètres carrés. Donc, actuellement, la superficie minimale qui doit être plantée, c'est 15 mètres carrés. Ça peut être plus, mais c'est le minimum. Dans le projet, on va demander que ce soit 15% de la superficie du terrain. Alors là, on voit la même chose, le même dessin. On a notre terrain de 200 mètres carrés. Cette fois, le calcul du 15% se fait sur la superficie du terrain. Donc, on a 30 mètres carrés au lieu de 15 mètres carrés de superficie plantée. Donc, on augmente le verdissement. Deuxième alinéa de cet article, actuellement, on dit que quand le terrain a un taux d'implantation maximum de 85% et plus, donc je vous explique de quoi il s'agit, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas d'exigence de plantation actuellement quand un terrain est dans cette situation. Un taux d'implantation de 85% et plus, ça signifie, donc on a toujours notre terrain et notre bâtiment. Dans le cas où on a un terrain qui fait 200 mètres carrés, si le bâtiment a une superficie d'implantation de 170 mètres carrés, en fait, ça signifie que c'est 85%, il occupe 85% du terrain. C'est ce qu'on appelle le taux d'implantation. Donc, dans ce cas de figure, le verdissement, on demandera qu'il soit sur le toit du bâtiment. Vous voyez, donc pour un terrain où le taux d'implantation maximum autorisé est de 85%, l'obligation de plantation doit être réalisée sur le toit du bâtiment. Donc, ça va encourager les toits verts à ce moment-là, pour les terrains où vraiment il n'y a pas beaucoup d'espace au sol. Et là, bon, on arrive dans le gros de la modification, c'est les normes minimales et les normes maximales. Donc, comme je disais tantôt, en fait, une grosse modification, c'est d'abolir les exigences minimales de stationnement et aussi réduire pour tous les usages les normes maximales d'unités de stationnement avec des normes variables selon la proximité ou non d'un équipement de transport collectif structurant. Bon, actuellement, dans un projet qui nous est soumis, on analyse le projet, puis on demande un nombre minimal d'unités de stationnement en fonction du nombre de logements ou de la superficie d'un commerce, par exemple, de mètres carrés. Donc, on exige un minimum et il y a aussi un maximum qui est autorisé, donc toujours selon l'usage.
ce qu'on va proposer, c'est d'abolir. Donc, il n'y aura plus d'exigence de minimum. Par contre, le maximum va être plus bas selon qu'on est proche ou non d'un équipement de transport collectif. C'est-à-dire, plus on est proche, plus le maximum est limité. On veut qu'il y ait moins de stationnement dans les projets à ce moment-là, étant donné qu'il y a d'autres modes de déplacement possibles. Puis actuellement, on calcule le nombre d'unités en fonction du nombre de logements pour les résidentiels. Et dans le projet, on va le calculer en fonction d'une superficie de plancher pour être calculé de la même manière que pour les autres usages. Alors, on arrive au maximum. Donc là, vous voyez, il y a une carte du territoire et on peut voir les cercles, c'est des rayons environ de 500 mètres autour des stations de métro. Donc ici, on voit les stations de métro en vert. On a en rose, on a aussi les stations de métro, les stations de gare EXO. Et on a aussi dans la carte les futurs trains du REM, gare de train. Donc, ce qu'on constate, c'est ce qui est en bleu, un petit peu en bleu, c'est toutes les zones, les secteurs qui sont proches d'un équipement de transport collectif structurant. Donc, ce que je disais tantôt, c'est qu'on est quand même très bien desservi sur notre territoire. Et donc, ça représente à peu près une distance de 15 à 20 minutes de marche maximum. Donc, c'est ce qu'on considère comme des secteurs très bien desservis par les transports en commun. Donc, on n'a pas nécessité forcément d'avoir autant de véhicules, d'unités de stationnement dans les projets. On va faire un zoom pour montrer, par exemple, on fait un zoom sur cette zone-là. Vous voyez, c'est le métro Namur. Donc là, on voit toutes les zones en bleu vont avoir un maximum qui est plus bas dans les projets. Donc, il y aura moins de stationnement. Le maximum sera plus exigeant, en fait, que quand on est éloigné d'un mode de transport collectif. Ici, c'est plus éloigné. Donc, là, voici les nouvelles normes. On va passer assez rapidement, mais en gros, vous voyez, donc pour l'usage, là, on parle de l'usage habitation. Voilà, donc on va demander, selon si on est proche ou éloigné, un nombre différent. Je prends un exemple, une unité par 150 mètres carrés pour une zone à proximité d'un équipement de transport collectif structurant. Par exemple, un bâtiment de 1500 mètres carrés, à peu près 16 logements, disons, on va faire le chiffre divisé par 150, donc ça va faire 10 unités. Donc, pour un projet proche d'un transport en commun structurant, on va demander 10 unités pour une superficie de 1500 mètres carrés. Par contre, quand on sera plus éloigné, on va faire 1500 par 90, donc on arrivera à 17 maximum de stationnement versus 10 quand on est proche d'un transport en commun. Donc, c'est ça la logique du maximum selon la proximité ou non d'un équipement de transport collectif. Donc, cette logique, on la suit pour tous les usages, donc commerce et industrie. Sauf les cliniques médicales, on a gardé le même parce que ça nécessite des véhicules. Mais par exemple, pour tous les usages de la famille commerce, plus on est proche d'un équipement de transport collectif structurant, plus le maximum est bas. Voilà, donc on va passer rapidement. Alors, une autre modification aussi assez importante, c'est une modification qui vise à exiger que l'aire de stationnement soit à l'intérieur d'un bâtiment. Actuellement, on dit que l'aire de stationnement, elle peut être à l'intérieur ou à l'extérieur, sauf pour les bâtiments multifamiliaux, pour lesquels on dit, où il y a plus de 36 logements, on demande que la moitié des unités soient à l'intérieur du bâtiment. Et dans la proposition, on va demander que toute l'aire de stationnement soit à l'intérieur avec seulement un 10% qui pourrait être à l'extérieur pour les visiteurs, par exemple. On a rajouté des normes aussi qui visent à améliorer l'interface entre le domaine public et le domaine privé pour le confort du piéton. Donc ça, c'est une modification qui vise à retirer la possibilité d'avoir des aires de stationnement en façade. Donc, on considère que c'est pas forcément, voilà, c'est aussi l'interface, ce que voit le piéton quand il se promène. Donc, on autorise actuellement des aires de stationnement dans certains contextes, quand par exemple, une aire de stationnement dans certaines zones est autorisée dans la cour avant, etc. Aussi, c'est autorisé dans un usage de la catégorie E, équipement collectif. On a abrogé cette possibilité d'avoir du stationnement en cour avant.
On a ajouté une modification par rapport aux matériaux dans l'aire de stationnement. C'était surtout pour préciser les termes. Actuellement, on écrivait que bon, l'aire de stationnement doit être couvert de béton gris ou d'un matériau inerte, donc ce n'était pas très clair non plus. La grille ou la membrane recouverte de granulat, ce n'est pas forcément très clair sur ce qu'on voulait dire. Donc, on a modifié et on précise que l'aire de stationnement extérieur et sa voie d'accès doivent être couvertes de béton ou de pavés de béton, qui doivent respecter un indice de réflectance solaire de moins 29, c'est-à-dire que ce doit être des matériaux qui font réfléchir la lumière pour pas créer des îlots de chaleur. Mais en gros, c'est la même chose, c'est écrit de manière un peu plus adaptée aux termes qu'on utilise maintenant. Les voies d'accès. Donc là, on a modifié ce qui concerne la largeur minimale et la largeur maximale. C'est aussi pour améliorer l'interface entre le domaine public et le domaine privé pour le confort du piéton. Alors actuellement, vous voyez, une aire de stationnement, on a un minimum de largeur, donc d'au moins 2,4 et un maximum. On a fait une nuance dans les minimums selon si la voie est à sens unique ou non. Et dans les maximums, selon si c'est un usage résidentiel ou non. Donc, il y a un maximum de 5,5 mètres et 7,7 5,5 quand c'est d'autres usages qu'habitation. Alors qu'avant, c'était 7,5 même pour un usage d'habitation. Donc, l'exemple à droite montre, c'est le même projet, mais on montre que ce qu'on m'a demandé maintenant, c'est un minimum de 5,5, puisqu'on voit que c'est une voie double sens qui mène au garage. Et le maximum sera aussi de 5,5. On a rajouté une disposition pour les voies d'accès en mitoyenneté qui doivent respecter aussi ce minimum et ce maximum. Donc là, c'est une modification qui a été faite. En fait, c'est l'article qui dit que la largeur totale des voies d'accès ne doit pas excéder 50% de la largeur du terrain, puis qu'il doit y avoir une distance minimale de 7,5 mètres entre les deux voies d'accès. Donc ça, c'est maintenu. C'est juste qu'on a retiré l'exception. Il y avait une exception à cette norme-là qui disait toutefois, cette exception ne s'applique pas à un bâtiment ayant une hauteur supérieure à 4 étages ou comportant un usage autre que résidentiel. On a retiré cette disposition-là. Donc pour nous, c'est important qu'elle s'applique aussi pour ces cas-là. Les voies d'accès toujours. On n'avait aucune disposition sur la forme de la voie d'accès. On a souhaité mettre une disposition pour dire qu'elle doit être perpendiculaire à une limite avant pour éviter que des fois, il y ait des voies d'accès qui respectaient le règlement mais qui n'étaient pas vraiment praticables, qui contournaient un arbre, enfin bon, qui n'étaient pas du tout réalistes dans les faits, mais qui étaient conformes au règlement. Donc, on a précisé que la voie d'accès devait être perpendiculaire à la rue, à la limite avant. Donc à la limite de la rue, perpendiculaire à la rue. Aussi le nombre de voies d'accès. Donc on dit actuellement que le nombre de voies d'accès se calcule en fonction de l'aire de stationnement. Donc on dit une aire de stationnement doit avoir une seule voie d'accès par voie publique lorsque la largeur du terrain est inférieure à 30 mètres. Et on a préféré définir la voie d'accès par voie publique et non par aire de stationnement. La même chose pour les deux voies d'accès. Au lieu de les calculer en fonction d'une aire de stationnement, on va les calculer par voie publique. Si un terrain a une largeur égale ou supérieure à 30 mètres, à ce moment-là, il aura droit à avoir deux voies d'accès par voie publique. Alors ensuite, encore les voies d'accès. Donc actuellement, on avait la norme qui disait que la voie d'accès doit être située à moins de 9 mètres d'une intersection de deux voies publiques. Donc vous voyez dans le schéma actuellement, on disait ici, c'est les intersections de deux voies publiques. Si je faisais des lignes imaginaires, ce serait ici. Donc on disait une distance de 9 mètres. On a souhaité mieux préciser cet article-là et puis le définir en fonction des limites avant. Donc, on se rend compte qu'on garde une distance de 9 mètres environ de cette intersection-là. Et ça permet aussi d'aménager des saillies de trottoir. Donc, c'est une modification qui vise à améliorer la sécurité des cyclistes, des piétons et à ne pas compromettre l'aménagement de saillies. Si on était trop proche de l'intersection, ça peut nuire à l'aménagement de saillies, c'est ce qu'on a constaté.
Une autre modification, actuellement, on avait une norme qui dit que quand une voie d'accès n'est pas conforme aux exigences du présent règlement, on peut l'analyser selon les critères de PIA, c'est de plan d'intégration et d'implantation architecturale, mais en fait, avec des critères. Sauf que c'est une norme, en fait, si c'est une norme qui n'est pas conforme, c'est par la voie d'une dérogation mineure qu'on doit le traiter. Donc, on a retiré cette possibilité-là d'analyser par PIA. Par contre, on va assujettir des travaux au PIA, mais ce seront des travaux qui visent l'aménagement ou la modification d'une aire de stationnement extérieure de 5 unités et plus, qui, elles, vont être assujetties au PIA, c'est-à-dire qu'il va y avoir une analyse supplémentaire qualitative et qui va être présentée au comité consultatif d'urbanisme. Encore une modification qui vise à améliorer l'interface entre le domaine public et le domaine privé. Il s'agit de prévoir une pente d'accès vers le stationnement. Actuellement, on n'a aucune disposition et on prévoit de rajouter une pente maximale pour éviter d'avoir des stationnements trop en pente, les voitures qui doivent faire une accélération et couper le trottoir assez rapidement. Puis aussi, il faut que ce soit des garages praticables, donc avec une pente trop élevée, ce n'était pas forcément des garages vraiment accessibles, notamment l'hiver. Une autre norme qui a été rajoutée, en fait, c'est seulement pour rendre plus applicable l'article existant, puisque l'article existant dit qu'un véhicule routier doit pouvoir accéder à une aire de stationnement et rejoindre la voie publique en marche avant, sans qu'il soit nécessaire de déplacer un autre véhicule routier. C'était pas vraiment un peu difficile à appliquer, savoir exactement quelle largeur ça devait ça signifier. Donc, on a préféré préciser qu'une aire de stationnement doit être accessible par une voie d'accès à double sens. Donc, c'est une aire de stationnement de plus de 5 unités. Donc, c'est notre exemple. Il y a un stationnement intérieur de plus de 5 unités. On demandera que ce sera à double sens avec un maximum donc, de 5,5 mètres, un minimum de 5,5 mètres. On rajoute aussi une norme pour la position de la porte de garage. Actuellement, donc, ça vise toujours à améliorer l'interface entre le domaine public et le domaine privé pour le confort du piéton. Actuellement, on a un article qui dit que l'ouverture en façade, donc la porte de garage, qui est à moins de 3 mètres de l'emprise de la voie publique qu'on voit en noir ici, sur le plan, la limite. Donc, actuellement, on dit qu'elle doit être, quand la porte est à 3 mètres, donc il faut qu'il y ait un panneau d'avertissement, il faut que, et puis il y a un dos d'âne, une enseigne qui oblige l'arrêt d'un véhicule à la sortie. Bon, on voit que c'est quand même un peu dangereux quand on est aussi proche. Donc, on a demandé que la porte de garage soit située à une distance minimale de 5,5 mètres de la limite avant. Ça permet aux voitures d'être à l'arrêt, à plat, pour repartir et ne pas nuire aux piétons qui circulent sur le trottoir. Alors, ensuite, on arrive aux aménagements des aires de stationnement extérieures. Donc là, on avait déjà des normes qu'on appelle le dégagement minimal d'une aire de stationnement de 5 unités et plus. Donc là, on a notre aire de stationnement. On voit ici le dégagement, c'est tout ce qui est autour de l'aire de stationnement. Actuellement, on dit 1 mètre sur tout le périmètre, donc on voit 1 mètre, mais là, en avant, on demandait 1,5 mètre seulement. On s'est rendu compte que pour planter des arbres moyens et grands déploiements, donc des arbres quand même qui vont faire un certain ombrage et des arbres qui vont devenir assez hauts, il fallait qu'il y ait au moins 3 mètres de bande de terrain privé pour pouvoir planter des arbres. Donc, on a demandé 3 mètres dans le projet ou 5 mètres selon ce cas de figure où là, c'est l'entrée principale, puis l'entrée secondaire, la façade secondaire est ici. Donc là, dans ce cas de figure, c'est 5 mètres qu'on va demander de dégagement verdi. Donc là, nous sommes dans l'article sur les plantations. Donc actuellement, vous voyez, donc là, c'est un stationnement pour une aire de stationnement de 5 unités et plus. Donc, on a un exemple d'une aire de stationnement. On demandait actuellement qu'il y ait un arbre dans cette partie-là, dans la partie qui est proche de la limite de
de propriété en avant, qui est un arbre tous les 10 mètres linéaires. Donc, on va plutôt demander 8 mètres linéaires pour avoir plus d'arbres aussi. Enfin, pour les aires de stationnement qui comprennent plus de 20 unités et plus, on prévoit des modifications pour permettre d'aménager de manière écologique ces aires de stationnement. On avait déjà des normes, mais elle portait sur des aires de stationnement d'une superficie de plus de 1000 mètres carrés. Donc, il fallait faire le calcul, mais aussi, ce qu'on se rend compte, c'est qu'une superficie de plus de 1000 mètres carrés, c'est au moins entre 40 et 50 unités de stationnement. Donc là, pour un stationnement plus petit, on va demander et exiger des normes de plantation, des normes d'écoulement des eaux. Je vais vous le montrer par la suite, les exigences qu'on va demander. On va demander des bandes de verdure en fonction du nombre d'unités de stationnement, etc. Voilà, donc bon, ici, on peut lire les normes actuelles, donc qui portaient sur une aire de stationnement d'une superficie de plus de 1000 mètres carrés. Donc, on demandait des aménagements paysagers, etc. Mais ça nous semblait insuffisant. Donc, on a fait des calculs, puis on se rend compte qu'on peut demander des bandes de verdure d'une largeur minimale de 2 mètres. Donc, aussi pour permettre de planter des arbres de plus grand déploiement. On demanderait que par unité de stationnement, qu'il y ait une superficie minimale de 5 mètres carrés de bande de verdure. Et on demande un minimum d'un arbre à moyen et grand déploiement par 15 mètres carrés de bande de verdure. On demande aussi qu'il y ait des fosses de plantation adaptées pour recevoir ces arbres-là, donc d'une profondeur d'un mètre minimum et une superficie, un volume de 10 mètres cubes, donc minimum. Donc, on peut voir sur le dessin en haut. Donc, c'est une fosse de plantation, vous voyez, avec 1 mètre de profondeur, 2 mètres, puis 2 mètres de large, 5 mètres de long. On a notre fosse de plantation de 10 mètres cubes. Donc, ça va permettre d'avoir des arbres qui vont pouvoir bien s'enraciner et bien grandir aussi. Ensuite, donc, l'aménagement des aires de stationnement de 5 unités et plus. Comme je disais tantôt, on va prévoir que les projets de stationnement extérieur qui comprennent 5 unités et plus soient analysés des critères donc, qualitatifs. Donc, plus ne pas être juste du normatif, mais aller chercher plus de qualité aussi dans les projets. Donc, actuellement, je mentionne qu'il n'y avait aucune disposition pour l'aménagement ou la modification d'une aire de stationnement extérieur de 5 unités et plus. Et on propose donc que les travaux d'aménagement ou de modification d'un stationnement extérieur de plus et aussi d'une aire de stationnement extérieur d'un projet commercial de moyenne et grande surface, ça c'était déjà existant, on l'a remis ici. Donc, que pour ces travaux-là, on puisse analyser les projets par objectifs et critères. Donc, voici les projets. Donc, aménager l'aire de stationnement de manière à minimiser son impact visuel. Donc, il y a une série de critères qui vont permettre d'atteindre cet objectif-là. Aménager l'aire de stationnement de manière à minimiser les conflits de circulation avec les piétons et les cyclistes. Favoriser des aménagements paysagers qui mettent en valeur les bâtiments et les composantes paysagères du site. Aménager une aire de stationnement extérieur de manière écologique et minimiser l'impact de la présence d'une aire de stationnement sur les terrains avoisinants. Donc là, on a une photo, un exemple de stationnement qui est aménagé de manière écologique, avec des matériaux qui reflètent la lumière, avec des bandes, de l'eau qui pourront grandir et faire un ombrage suffisant sur les aires de stationnement. Ensuite, vise les unités de stationnement pour vélo. Donc, Excusez-moi, Fabienne, désolé de vous interrompre. Je souhaite juste m'assurer que c'est... Pour exiger des unités de stationnement, vous voyez, à comprendre un support métallique, donc ça, on le garde. Oui. Oui. Oh, excusez-moi, je suis en train de voir si c'est ma connexion, qui, Oui. Qui coupe ou si c'est chez vous. Ça coupe pour moi aussi. OK.
J'ai Euh, le même problème ici aussi. d'accord. Je peux suggérer Alors, que Fabienne, tu continues sans ta caméra, peut-être que ça va aider. oui, peut-être essayons sans caméra. Oh, on semble avoir perdu complètement Fabienne. Ce que je peux faire, c'est que je peux peut-être continuer pour qu'on continue d'avancer. D'accord. Le temps que Fabienne se joigne à nous de nouveau. Parfait, merci. Donne-moi juste un petit instant. Je vais mettre la présentation au même point chez moi. Ce ne sera pas bien long, désolé du délai. Donc, est-ce que vous voyez la présentation? Oui, c'est parfait. Donc, effectivement, le projet de règlement touche aussi aux dispositions qui visent les aménagements pour vélo. Donc, une première modification, actuellement, on avait des unités de stationnement pour vélo qui devaient être compris par des supports métalliques fixés au sol, qui permettaient de maintenir le vélo soit à la verticale ou à l'horizontale. Donc, des vélos suspendus, par exemple. On est convenu que la meilleure façon d'entreposer les vélos pour que ça soit accessible à tous les âges et à tous les groupes de personnes, c'était des positions normales sur 2 roues. Donc, ça sera la façon de calculer les cases de stationnement. Il n'y avait aucune méthode de calcul pour le nombre de cases minimales qui est exigé. Donc, on intègre aussi à travers ce projet de règlement-là la façon de calculer le nombre de cases, un peu de la même façon qu'on calcule les cases de stationnement pour voiture. Donc, on est venu introduire. Oui. On est venu introduire, dans le fond, des ratios de nombre de cases minimales de stationnement pour vélo à partir des mètres carrés aussi des bâtiments, un peu de la même façon que les stationnements pour automobiles. Donc, par exemple, on exigerait un minimum d'unités par 70 mètres carrés pour un bâtiment de 4 logements et plus. Pour une unité par bâtiment de 4 logements et plus, les maisons de chambre ou les résidences de personnes âgées, etc. Pardon, Sébastien, est-ce que j'ai bien noté que Fabienne est de retour? Est-ce que la connexion a été rétablie? Oh, il me semble que non. Non. Ben, je vais continuer. On est presque terminé la présentation. Fabienne pourra continuer la suite. D'accord. Donc, voici là, les niveaux minimums de stationnement qui sont toujours proposés. Sinon, au niveau vraiment de nouvelles normes sur l'aménagement en soi des stationnements pour vélo, on est venu ajouter une norme minimale pour prévoir la largeur de 2 mètres pour une voie de circulation, donc pour réglementer un peu la largeur minimale pour qu'on puisse librement circuler dans ces aires de stationnement-là. Aussi, on est venu ajouter l'obligation d'identifier clairement les lieux, donc d'avoir de la signalisation pour indiquer où est le stationnement. On est venu rajouter aussi une norme pour les stationnements qui seraient de 20 unités ou plus pour exiger que 50 de ce nombre d'unités-là soit à l'intérieur et qu'au moins 20 soit à l'extérieur. Dans le fond, c'est que pour s'assurer que les vélos ne soient pas tous à l'intérieur ou tous à l'extérieur, mais quand même une certaine répartition intérieure-extérieure pour, par exemple, les utilisateurs du bâtiment, une résidence des habitants, mais aussi à l'extérieur pour les visiteurs, pour les entrées et sorties rapides. Donc, ça, c'est une nouvelle proposition aussi. On est venu aussi rajouter l'exigence que l'espace de stationnement soit situé soit au rez-de-chaussée de l'immeuble ou soit à une distance maximale de 30 mètres de l'accès du bâtiment, encore là pour faciliter l'accès à cette aire de stationnement-là. Et on est venu aussi venir mettre la possibilité de recouvrir un espace pour vélo à l'extérieur si l'espace est extérieur, ce qui n'était pas nécessairement autorisé dans le règlement actuel.
On est venu aussi ajouter une disposition concernant une nouvelle obligation pour les aires de stationnement de 20 unités de vélo et plus, donc dans les quand même grands bâtiments, pour venir exiger des vestiaires douches. Mais là, on est seulement dans les usages commerciaux, industriels et les équipements collectifs ou institutionnels. On peut penser, par exemple, à une école ou à un hôpital ou dans un édifice à bureau ou dans un grand building commercial, où on viendrait exiger, si on a l'obligation de fournir 20 unités de stationnement, un casier par 2 unités de stationnement. Donc, on parle ici avec certaines normes minimales pour l'aménagement de ces casiers-là et du vestiaire douche. Une des dernières modifications qui est incluse au projet de règlement, c'est venu de la nécessité, comme on expliquait en début de présentation, que les maximums qui sont autorisés pour le stationnement automobile varient selon la proximité ou non des stations de transport collectif structurants et qu'on a des très grandes zones sur le territoire et que ces normes-là doivent être établies par zone. Il a fallu venir subdiviser des zones en deux lorsque ces zones-là étaient très, très grandes sur le territoire. Donc, on a un exemple ici, juste au nord de la rue Saint-Jacques. On est à proximité de la gare de Montréal-Ouest. Donc, on avait la grande zone 0220 qui fait une grande partie de la rue Saint-Jacques et le long de la voie ferrée du boulevard de Maisonneuve. On est venu scinder cette zone-là en deux pour que la partie la plus proche de la gare, qui est dans une distance raisonnable de marche, on ait une norme maximale avec des maximums un peu plus faibles, tandis que dans le reste de la zone, ce serait la seconde norme maximale qui s'appliquerait. Donc, on a dû faire cette division de zones-là dans certains tronçons du territoire pour 5 zones au total, comme ça, qui a été modifiées. Donc, vous avez l'illustration de ces différentes zones-là qui ont été scindées en deux. Donc, voilà, je vais maintenant céder la parole à Julie Faraldo-Boulet pour la présentation du processus d'approbation référendaire. Parfait, donc je vais partager mon écran également. Parfait. Donc, je vais vous présenter le processus d'approbation référendaire, donc, auquel est assujetti le projet de règlement. En fait, c'est le processus par lequel les citoyens peuvent s'opposer à certaines dispositions du règlement. Donc, je vais commencer par un petit récapitulatif là, des étapes d'adoption. Le 8 septembre dernier, le conseil d'arrondissement a adopté le premier projet de règlement et a fait l'avis de motion, donc il a adopté le premier projet de règlement. Donc, suivant cela, on devait tenir une consultation écrite là, en vertu des arrêtés ministériels de 15 jours, laquelle se termine aujourd'hui. Et parallèlement à ça, là, il a été convenu qu'on tenait également, pour présenter le dossier là, de vive voix, une consultation publique en vidéoconférence. Donc, c'est ce que nous faisons ce soir. Suivant la présentation, là, le rapport de consultation va être présenté au conseil d'arrondissement qui va également se prononcer sur le second projet de règlement. Donc, la date projetée actuellement, c'est le 2 novembre prochain. Et si le conseil donc, vote en faveur du second projet de règlement, il va y avoir un avis qui va être publié pour annoncer la possibilité de demander la tenue d'un registre. Donc, c'est ce qu'on appelle là, communément les pétitions. La date va être à définir, mais c'est fort probablement là, la semaine qui suit l'adoption du second projet par le conseil d'arrondissement. Et donc, à partir du moment où l'avis public est publié, les citoyens auront, dans le fond, des zones concernées, là, mais là, ça concerne tout l'arrondissement, donc auront jusqu'au 8e jour après la publication de l'avis pour nous soumettre les demandes de tenue de registre, donc les pétitions. Ensuite de ça, il va y avoir la présentation du règlement pour adoption finale par le conseil d'arrondissement. La date projetée, c'est le 7 décembre 2020. Et si à l'étape des pétitions, nous avons reçu des demandes valides, va s'enclencher le processus d'approbation référendaire, donc dans les 45 jours suivant l'adoption du règlement.
Donc, les 2 étapes là, qui vont suivre l'adoption du règlement final, c'est le registre et si le registre recueille un nombre suffisant de signatures, la tenue d'un référendum. Et je vais y revenir un peu plus en détail. Donc, vous voyez ici les articles là, qui sont assujettis à l'approbation référendaire. Donc, je vais vous les nommer, mais ils vont être également indiqués à l'avis public. Donc, ce sont les articles 2, 3, 10 à 38, 41, 42, 44 à 54, 61 à 66, 68 à 78, 81 à 83, 89 à 114, 117 à 118, 120 à 131, 135, 136, 138 à 140, 142 à 148. Donc, pour avoir le détail, là, en fait, le projet de règlement en seconde lecture va également être disponible là, aux citoyens pour qu'ils puissent prendre connaissance là, de ces articles-là. Donc là, je vais revenir sur le processus d'approbation référendaire en tant que tel. Donc, la première étape, comme je mentionnais, c'est les demandes de tenue de registre, donc les pétitions. Alors, il va y avoir un avis suivant l'adoption du règlement en seconde lecture, un avis public sur le site Internet de l'arrondissement qui va inviter les citoyens à déposer des demandes qui souhaitent s'opposer, les citoyens qui souhaitent s'opposer à déposer une demande de tenue de registre. Les pétitions doivent être déposées dans les 8 jours suivant la publication de l'avis public. La pétition doit comporter les signatures d'une même zone. Donc, pour les zones qui contiennent plus de 21 personnes habiles à voter, on doit recueillir au moins 12 signatures. Et pour les zones de moins de 21 personnes habiles à voter ou moins, ça va être la majorité d'entre elles. Donc, s'il y a des questions à ce niveau-là, on invite les citoyens à communiquer avec la division du greffe là, pour avoir le détail là, au niveau de leur zone. Donc, si à la première étape, on reçoit une pétition valide, on va tenir, suivant l'adoption finale du règlement, le registre pour demander un référendum. Donc, encore une fois, il va y avoir un avis public qui va être publié sur le site Internet de l'arrondissement, qui va annoncer la date de la tenue de registre. Normalement, là, les gens doivent se déplacer sur place pour venir signer le registre. Actuellement, avec les mesures, là, on regarde la crise sanitaire, il y a divers modes pour signer le registre. Donc, ça peut se faire par un formulaire, par courriel ou sur rendez-vous en personne ou par la poste. Donc, le processus est un peu assoupli là, à ce niveau-là. Donc, pour provoquer la tenue d'un référendum, le nombre de signatures doit être supérieur à un calcul établi à partir du nombre de personnes à voter issues des zones ayant déposé une demande valide pour la tenue d'un registre et de la zone concernée. Donc, la zone, oui, donc c'est ça. En fait, le nombre de signatures à l'étape du registre va dépendre du nombre de pétitions reçues. On va prendre le nombre de personnes habiles à voter de la zone pour établir le calcul, des zones qui ont déposé des pétitions. Donc, lorsque le nombre de personnes habiles à voter est de 25 ou moins, ça va être 50 de ce nombre. Et sinon, comme je le mentionnais, c'est ça, quand il y a plus de 25 personnes, c'est un calcul, mais qui est établi par la loi. Et ça va nous donner le nombre de signatures requis. Donc, suivant le registre, un certificat va être déposé à la séance du conseil d'arrondissement qui suit, qui va donc déclarer le nombre de signatures reçues. Si le résultat à l'étape du registre est positif, donc si on a reçu assez de signatures, le CA va adopter une résolution qui va annoncer le scrutin référendaire ou il va annoncer qu'il retire le dossier. Donc, si le conseil d'arrondissement annonce la tenue d'un scrutin référendaire, encore une fois, il va y avoir un avis publié sur le site Internet de l'arrondissement qui va annoncer la tenue du référendum, la date et les détails. Et à cette étape-ci, c'est une majorité simple, donc pour ou contre la proposition qui va être considérée.
Et je rappelle juste qu'à toutes les étapes, en fait, si les citoyens ont des questions, là, on les invite à communiquer avec la division du greffe là, pour qu'on puisse les accompagner dans le processus. Donc ça disait tout pour le processus d'approbation référendaire. Maintenant, ça serait la période de questions et commentaires. Donc, j'irai avec les questions et commentaires transmis par écrit. Nous avons reçu 3 questions et commentaires. Donc, je vais les lire. Le premier commentaire sur les propriétés du 3877 et du 3885 Édouard-Montpetit. Des arbres matures ont été abattus récemment et des espaces de verdure ont été abolis pour faire place à des constructions de bâtiments à étages. C'est attristant de voir disparaître ainsi des espaces verts alors que nous en avons grandement besoin pour notre bien-être physique et mental. J'appuie le projet de règlement afin de préserver tous les arbres et espaces verts dans Côte-des-Neiges NDG et même en augmenter le nombre si possible. Donc, commentaire d'appui au règlement. Le deuxième, je viens appuyer le projet de règlement particulièrement en ce qui a trait au verdissement sur les terrains du 3377 et 3385 Édouard-Montpetit. De grands arbres ont été abattus et des espaces verts ont été sacrifiés pour construire des bâtiments à étages. L'arrondissement est déjà densément peuplé. Pourquoi augmenter la densité de la population au détriment de la protection des espaces verts? Je suis estomaquée de voir que la Ville de Montréal n'a pas pu préserver la qualité de vie des résidents dans un secteur où il faisait bon vivre. Depuis mars 2020, nous subissons continuellement des désagréments causés par les constructions au 3877 et 3885 Édouard-Montpetit. Et finalement, please make the above bylaws reference more easily accessible or communicated to the public. I have not found them yet on the website. Et là, pour ce commentaire, je peux vous indiquer qu'on a indiqué à la citoyenne où se trouvaient les règlements sur le site et on a essayé de rendre ça plus visible. Et la citoyenne avait également soumis un commentaire sur un autre sujet qui ne concernait pas le règlement. Donc, ça a été transmis au conseil d'arrondissement. Sa question a été traitée lors de la séance du 5 octobre dernier. Donc, ça fait le tour pour les commentaires et questions écrites, transmises par écrit. Merci, Mme Faraldo-Boulet. Et merci à Mme Kaour et M. Manceau pour la présentation. Mme Kaour, je vois que vous êtes de retour. La connexion est rétablie. Oh, par contre, on ne vous entend pas. Malgré votre micro ouvert, c'est correct, on va s'en sortir. Il se peut que qu'il n'y aura pas trop à dire, peu importe, car nous avons 3 participants en visioconférence, dont un qui est un employé de l'arrondissement. Alors, ayant arrivé à la période des questions des résidents, des citoyens présents en visioconférence, je vous invite, nos 2 participants citoyens, si vous avez des questions et si vous avez des commentaires, de lever votre main dans l'application afin de me l'indiquer. So to our 2 participants, if you have questions or comments that you wish to make on the public record, all you have to do is raise your hand in the application, and I will be able to call on you, and we'll be able to unblock your mic. Je vois qu'il y a une question, un commentaire écrit. Beau travail, dommage que peu de gens se soient pointés. Ben, merci quand même pour le commentaire. C'est très apprécié. Et on vous remercie de votre participation, monsieur. On est toujours content, toujours heureux d'avoir des gens avec nous. Pardon, j'ai réalisé que je n'avais pas mis mon caméra. Des gens avec nous du public. C'est pour cette raison qu'on fait ça. Là, on commence à recevoir des questions écrites. Alors, j'ai d'abord une question technique. Pourquoi unité maximale par superficie? Bonne question. Ensuite,
Any borough incentives to have driveways converted into green spaces? Excellent question. Merci pour les deux questions. Je vais les refiler à Mme Kaour et M. Manceau, présumant que les micros fonctionnent. Alors, je vous donne le choix de qui souhaite répondre aux deux questions. Fabienne, est-ce que ton micro fonctionne? Non, on ne t'entend pas, Fabienne. Bon, ben, je vais y aller. Écoutez, pour la première question technique, effectivement, très bonne question. Actuellement, dans notre règlement, les minimums et les maximums pour les usages de logement sont calculés en unités de logement. Par contre, pour tous les autres usages, c'est calculé en superficie de plancher. On a décidé de proposer de faire la transition pour les habitations, de fonctionner dorénavant en superficie de plancher également comme les autres usages, parce qu'on se rend compte dans la pratique que le nombre d'unités de logement dans un bâtiment, sans qu'il y ait d'agrandissement ou de transformation de la volumétrie du bâtiment, ça varie dans le temps. Donc, quand on impose un maximum selon un nombre d'unités, mais que ce nombre d'unités-là peut augmenter dans le temps, ça devient difficile de gérer les stationnements qui sont liés. La superficie de plancher d'un bâtiment, ça, c'est beaucoup moins variable. Ça fait un agrandissement pour le faire changer. Donc, c'est beaucoup plus gérable d'un point de vue réglementaire. Et en plus, bien, en ayant des normes qui fonctionnent par superficie de plancher, même dans le résidentiel, ça fait que des plus grands logements ont le droit à plus de stationnement versus des plus petits logements qui vont avoir le droit à moins de stationnement. Donc, la même logique qui était dans notre règlement actuellement, qui disait que dans des plus petites unités, on demandait moins de cases et dans des plus grosses unités, on demandait plus de cases. On vient chercher le même résultat en simplifiant notre façon de faire et surtout en la rendant plus pérenne dans le futur si les bâtiments évoluent dans le temps. Voilà, c'est la réponse. Et pour la deuxième question, écoutez, c'est sûr que notre réglementation ne force pas nécessairement à fermer les stationnements. Par contre, pour les transformations de stationnement extérieur existants de grandes surfaces, surtout à partir de 5 unités ou même de 20 unités, on vient rajouter une obligation de présenter un plan d'aménagement et que ce plan d'aménagement-là sera évalué selon des objectifs et des critères et aussi avec une recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Et dans nos objectifs et critères, on vient intégrer nécessairement l'aménagement durable de ces espaces-là, le verdissement, la cueillette des eaux de pluie, augmenter la canopée pour réduire les effets de chaleur. Donc, c'est un peu de cette façon-là qu'on vise à graduellement diminuer l'impact écologique des espaces de stationnement sur notre territoire, mais ça ne vise pas directement les entrées en soi, mais plutôt les grands espaces de stationnement. C'est l'approche qu'on a préconisée dans le règlement. Puis, si vous me permettez, je vais ajouter just to answer an additional answer to the second question. It's an excellent question and it's a tricky question because driveways bring value to a home for a lot of homeowners. They're something that people look for when they're on the market. And so it can be very difficult to offer the kinds of incentives that would actually convince people to either get rid of their driveways or to even to green them is something that can be pretty difficult to pull off. I know that downtown, not here in the borough, but downtown, over the last couple of years, I think, there have been some departments that have looked at what are known as eco-fiscal measures, where we incorporate environmental considerations essentially into our tax code, into our taxes. The idea being that if you have large paved surfaces, well, that generates more stormwater runoff and that puts more stress on our sewer system and on our water treatment plants. And so you should be taxed accordingly. And that does create an incentive because if you then decide to unpave your driveway or to put in a material that allows better drainage naturally, then since you're reducing the strain on our infrastructure, you get a corresponding tax break. We're not there yet. It's not actually part of our tax system. I
personally think that it should be, but the devil's always in the details. But I like to think that the city is gradually moving in that direction. That being said, to answer your question honestly and clearly, at the moment, I don't know of any incentives that we have for existing driveways to make them more environmentally friendly or to incentivize homeowners to get rid of them. Thank you for the question. It's a really good question, and considering the amount of paved surfaces that we have in our neighborhood and across the city, it's a relevant one. So thank you. Une autre question. Je vois que vous prohibez l'asphalte. Avez-vous des plaintes à ce sujet? Et particulièrement des plaintes du côté du promoteur. La question est posée. Il faudrait vérifier, bien honnêtement. Moi, je n'ai pas eu conscience que ça aurait été un sujet si chaud. Je pense que les gens réagissent relativement bien là, maintenant quand on les annonce qu'on ne peut pas nécessairement mettre de l'asphalte. Notre nouveau règlement, par contre, va peut-être aborder la question dans les plus grandes surfaces. Ce sera à voir. Mais pour l'instant, ce n'est pas un enjeu. Je dirais dans les petites entrées plus résidentielles, les gens aménagent ça de façon assez durable sans trop de problème. D'accord. Merci. Y a-t-il des dernières questions ou derniers commentaires? Any other questions or comments from our members of the public who have been so kind to join us here tonight? Going once, going twice. Et voilà. Ben, on vous remercie. On vous remercie pour votre participation. C'est toujours apprécié. On fait ça pour vous. Le seul commentaire, c'est non merci et bonne soirée, mais pareillement, monsieur, bonne soirée à vous aussi. Et avec ça, on épuise l'ordre du jour. Alors, encore une fois, merci aux membres du public qui ont assisté et surtout merci aux employés de l'arrondissement d'avoir aidé au public de mieux comprendre ce projet de règlement qui va faire du bien pour l'arrondissement, j'en suis sûr. Et un remerciement spécial à Mme Kaour qui travaille là-dessus depuis plusieurs mois maintenant, si je m'abuse. Alors, merci Mme Kaour, lâchez pas. Et bonne soirée tout le monde. Merci. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée.